Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, Mahamat Idriss Déby sort du silence. Le président tchadien de la transition s'est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction en avril dernier. À la suite de ses propos, le doute s'installe sur la tenue de la transition dans le délai imparti. Le gouvernement éthiopien annonce un cessez-le-feu unilatéral au Tigré alors que les troupes tigréennes reprennent la capitale de la région Mekelle. Ce mardi, les forces du TPLF se sont engagées à chasser les ennemis de la région, suggérant que les combats se poursuivront malgré ces déclarations unilatérales de cessez-le-feu émises par Addis Abeba. Et la République démocratique du Congo s'arme pour combattre les fléaux du détournement de fonds et de la corruption qui font perdre des milliards de dollars chaque année à l'État. Une nouvelle feuille de route sur la transformation numérique devrait prochainement voir le jour. Avec nous sur ce plateau pour en parler, le journaliste et blogueur Makaïla Ngebla et Alain-Jules Meignier, également journaliste et analyste politique. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Merci à vous, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le délai de transition sera-t-il respecté au Tchad? Le doute s'installe après la prise de parole du président de la transition Mahamat Idriss Déby. La première prise de parole depuis sa prise de fonction en avril dernier. Dans une interview accordée à un hebdomadaire panafricain, Mahamat Idriss Déby a soumis à condition la réussite de la transition de 18 mois. Mais pour l'opposition, la réussite de la transition passera avant tout par un dialogue inclusif. Un sujet de Nathalie Mo. Nous sommes partis pour 18 mois et notre souhait est de ne pas aller au-delà. Mais il y a deux conditions pour que ce délai soit respecté. Ces propos du président de transition laissent planer l'idée d'une prolongation du délai de la transition. Pour Mahamat Déby, l'organisation des élections en novembre 2022 devra passer par un consensus au sein du peuple tchadien, mais aussi par le maintien des relations entre le Tchad et ses principaux partenaires financiers. Ces deux conditions ainsi que ces propos mis côte à côte dénotent d'une certaine volonté de ne pas respecter les délais pour l'organisation des élections. Et vu que les élections sont considérées comme étant une des conditions qui montre qu'un peuple a le libre choix de ses dirigeants, c'est-à-dire qu'une démocratie est vivante, qu'une démocratie fonctionne normalement, on peut dire que la construction de la démocratie tchadienne a de l'eau dans le gaz. Même si la sortie du président de la transition au Tchad, Mahamat Déby, suscite des interrogations, il a maintenu que le Conseil militaire de transition n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. Il a également précisé que les membres du CMT ne se présenteront pas aux futures élections présidentielles et législatives, réaffirmant ainsi un engagement pris devant le peuple. S'il faut demander aux Tchadiens dans leur grande majorité s'ils sont d'accord ou pas pour le CMT, personne n'est d'accord pour ça, mais c'est une situation de fait. Et alors, maintenant, c'est à eux aussi d'œuvrer pour que cette confiance qui a été quelque peu arrachée pour leur donner soit méritée. Le Conseil militaire de transition du Tchad est en place pour une durée de 18 mois renouvelable une seule fois, alors que la nomination d'un Conseil national de transition qui devra faire office d'organe législatif est attendue. L'opposition tchadienne appelle à un dialogue inclusif, garant, selon elle, de la reconstruction du pays. Alors, Makaïla, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de l'opposition qui appelle à un dialogue? Merci. Je pense que l'opposition tchadienne a totalement raison, ainsi que la société civile. Vous savez, on n'est un peu pas surpris, étant donné que quand souvent les militaires prennent le pouvoir dans un pays, et ils ne sont pas prêts à renoncer immédiatement, effectivement, même s'il y a un délai qui leur a été imposé par la communauté internationale, et notamment l'Union africaine et l'ONU. Aujourd'hui, l'interview accordée, comme vous l'avez dit, dans un média panafricain, dénote carrément la volonté de la junte aux militaires au pouvoir de pouvoir poursuivre, sinon prolonger cette transition qui a été fixée à 18 mois et qui a été réclamée par la communauté internationale. Au-delà de cela, on ne peut pas excéder. Aujourd'hui, on est devant une situation extrêmement délicate
qui appelle effectivement à plus d'implication de la communauté internationale et des partenaires internationaux qui ont été probablement les garants de cette transition. Vous savez, c'était ainsi. Ils avaient rassuré le peuple tchadien. Aujourd'hui, la CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, ainsi que d'autres groupements politiques et la société civile, notamment le Wekitama, un mouvement citoyen qui avait manifesté contre effectivement la confiscation du pouvoir par la junte militaire, sont vent debout contre cette prise de position de la junte militaire au pouvoir. En tout cas, l'opposition, telle que les choses se passent, il y a pratiquement 3 semaines, les manifestations sont calmées dans N'Djamena. Maintenant, j'ai l'impression que cette interview, cette sortie médiatique pourrait relancer effectivement les débats autour de cette question de transition qui risque d'être prolongée, mais aussi remettre le pays dans une situation de turbulence politique, d'agitation sociale et un risque réel effectivement d'affrontement entre, je dirais, l'opposition et le pouvoir et la junte militaire surtout. Alain Jules, dis-moi, est-ce que le président Mahamat Idriss, il n'a pas raison dans un sens quand il parle de probable prolongation de la transition, étant donné qu'il risque d'avoir des soucis, notamment au niveau du financement? Comment organiser une élection sans financement? Vous savez, je suis toujours de ceux qui croient que les Africains sont trompés par cette histoire d'élection qui implique effectivement la démocratie, etc. Je ne sais pas quel est le magicien, n'est-ce pas, qui a dit aux Africains que quand il y a une élection quelque part, ça veut dire forcément qu'il y a la démocratie. Alors, moi, j'aime nuancer mes propos habituellement et je n'entre jamais par effraction dans la tête des gens. Quand on lit effectivement le discours, enfin l'interview donnée par le général Mahamat Déby, Idriss Déby, il faut savoir lire entre les lignes, il faut faire une lecture transversale. Alors, le problème, c'est que quand vous faites une lecture transversale, mais qu'est-ce qu'il dit et qui, moi, m'intéresse, c'est de dire déjà, en premier temps, qu'il faut que les Tchadiens se rassemblent. Alors, visiblement, une certaine opposition n'a vu que les conditions qu'il a posées. Mais bien évidemment, on ne peut pas s'amuser s'il n'y a pas la paix dans un pays. Ça, c'est le premier point. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je vais quand même lui dire qu'il faut que ces gens qui dirigent aujourd'hui le Tchad, c'est-à-dire lui et ses partenaires militaires et quelques civils, il faut que ces gens-là impactent justement cette paix-là dans le pays. C'est-à-dire qu'ils doivent effectivement, sur ce plan, je suis d'accord avec l'opposition, organiser, n'est-ce pas, un dialogue inclusif. Maintenant, est-ce que l'élection, j'ai commencé par cela, est-ce que le Tchad aujourd'hui a les moyens de sa politique? Donc il fait quelque part appel aux partenaires internationaux pour que ces gens-là puissent financer l'élection présidentielle. Donc n'entrons pas tout de go comme ça, par effraction dans sa tête, en disant qu'il veut se maintenir au pouvoir. Je crois qu'il a rappelé quand même qu'ils n'ont pas vocation à rester au pouvoir. Et ça fait quand même 2 mois qu'ils sont là. Et donc, il faisait son deuil. S'il a parlé aujourd'hui, on dit qu'il sort de son silence et tout. Et puis, certains analystes politiques sont déjà vent debout, hein, comme vous disiez tout à l'heure, pour simplement regarder l'endroit où il dit qu'il faut des conditions. Mais, quel que soit le pays, il faut des conditions pour avancer. Donc, sur ce plan, je suis tout à fait d'accord avec le général Mahamat. Le président, le général Mahamat, il a mis en place un comité pour désigner le CNT qui fera office de parlement, on va dire ça, au moment de la transition. Le CNT en question, le comité en question, n'a pas été très bien accueilli par la société civile ni l'opposition. Est-ce que c'est pour ça justement que l'opposition tchadienne pense que les militaires veulent se maintenir au pouvoir? C'est paradoxal parce que naturellement, je m'en souviens très bien, en 1993, moi je n'ai pas assisté, mais j'ai suivi la conférence nationale souveraine qui a été organisée en 1993. Il y avait déjà une conférence nationale souveraine, donc l'équivalent aujourd'hui du dialogue politique inclusif. Les gens ajoutent maintenant souverain aussi. Et donc, cette conférence nationale souveraine avait déjà fait des recommandations. Et à l'issue de cette conférence, on avait mis en place ce qu'on appelle le CST, le Conseil supérieur de la transition, qui va être l'équivalent maintenant du CNT, Conseil national de transition. Or,
aujourd'hui, le président Mohamed Idriss, le chef de la junte, souhaiterait qu'il y ait d'abord le CNT qui puisse préparer le dialogue politique inclusif. Et les membres du CNT seront votés par ceux qui composent le comité. Justement, et c'est le comité qui pose problème actuellement. Justement, ce comité pose forcément problème. L'opposition trouve qu'il n'est pas représentatif. Il peut être exclu et surtout, les membres du CNT pourront être choisis par le chef de la junte. Ça veut dire que la junte, le conseil militaire de la transition, vont choisir les prochains conseillers au sein du CNT. Donc, d'où il va avoir le président du CNT, qui est quelqu'un qui est issu du parti au pouvoir, le MPS. En tout cas, les positions, comme vous l'avez dit, regarde un peu, il transpérer effectivement la volonté du pouvoir de pouvoir concocter quelque chose qui est la mise en place de structures complètement infodées au pouvoir, et c'est là inquiète normalement l'opposition démocratique. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut penser justement que l'opposition a fait cette lecture-là de l'interview? Oui, effectivement, on peut comprendre effectivement que c'est pour cela que je parlais de mettre en place les conditions justement de cette réconciliation nationale qu'il n'y a pas en ce moment. Donc, c'est justement au général Mamat et à ses compagnons de pouvoir le faire. Et effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une structure inféodée au pouvoir de manière à mener à ce dialogue inclusif qu'il faut effectivement pour le Tchad. Ça, c'est clair et net, il le faut. Mais maintenant, j'entendais, je crois c'est Succès Marsa qui a eu des propos d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il est allé tout de go dans la logique selon laquelle la junte veut rester au pouvoir en disant que voilà, le sort qui a été réservé au maréchal sera réservé à Mamad Kaka, etc. Je me dis quand même que c'est quoi cette opposition-là? À partir du moment où vous voulez la paix, à partir du moment où vous voulez avancer, poser les conditions réelles pour l'avancée, n'est-ce pas, de la paix au sein du pays. Parce que les Tchadiens, on a besoin de tous les enfants tchadiens pour faire le pays. Mais est-ce que passez-moi l'expression. On a besoin en effet de tous les enfants tchadiens, comme vous dites. Mais est-ce que le comité mis en place, le comité ad hoc, justement, est représentatif de tous les enfants tchadiens en question? Justement, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça le nerf de la guerre, c'est ça l'épineuse question à laquelle nous sommes confrontés. Parce que la diaspora souhaiterait être représentée, autant donné, la société civile souhaiterait être représentée. Sauf que le problème qui pose problème, l'abcès de fixation aujourd'hui pour l'opposition et pour la société civile, il faut que les gens qui intègrent ce Conseil national soient l'émanation du peuple. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, le Conseil militaire de transition est la seule institution qui est là, qui est l'interface entre le peuple tchadien et, et la communauté internationale. Maintenant, tu évoquais la difficulté financière. Je suis un peu étonné que le Tchad, certes, est réputé par sa mauvaise gestion chronique, mais maintenant, les partenaires internationaux, la France, les bailleurs de fonds, ont manifesté leur volonté de pouvoir accompagner le Tchad pour une élection libre et transparente. Mais dans l'interview, M. Mohamed Idriss Déby évoquait les difficultés financières. Et justement, les difficultés financières se posent. Mais la communauté internationale, dès lors qu'elle voulait que les délais soient limités à 18 mois, il faut les respecter et organiser une élection libre et transparente. C'est vrai, à 18 mois, il va être très difficile d'organiser une élection libre et transparente. Sauf qu'il faut, si on arrive à organiser un dialogue politique en 8 mois, peut-être éventuellement on pourrait organiser une élection inclusive à laquelle participeront, comme tu disais, Succès Masara, dont le parti a été reconnu. Alors, au sein de ce comité, il y a quand même un membre de l'opposition, Célestin Tapona. Voilà. Est-ce que, selon vous, Alain, il peut justement peser au sein de ce comité et peut-être calmer l'opposition qui a l'impression qu'elle est flouée, on va dire ça? Non, mais vous savez, il ne me démentira pas. Il est déjà vomi par cette opposition-là. On le considère comme un traître. Donc, quand des gens ont cette logique-là, voyez-vous, ça veut simplement dire que, et c'est de bonne guerre, hein, bien évidemment, j'entends bien, hein, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'ils se sont dit dans l'opposition que voilà, si ils sont vraiment très bien représentés dans ce comité-là, ils auront les rênes du pouvoir. Il faut le savoir. C'est pour ça que je parle de bonne guerre. Maintenant, de son côté, le pouvoir, lui, se dit, mais attention, si effectivement, parce que bon, selon certaines informations, il y a au sein de la famille Déby des gens candidats qui est civil pour l'élection présidentielle à venir. Et c'est pour cela que le général Malbat disait, voilà, non, les militaires n'ont pas vocation à rester là, et ils vont retourner dans les casernes. Donc, si maintenant, voyez-vous, cette opposition-là commence à peser au moment de la transition, il y a danger. Donc, c'est de bonne guerre. Et ceux qui ont le pouvoir manœuvrent assez bien de manière à... Mais là, on va créer une certaine impasse parce que le président de la transition demande que les Tchadiens soient unis justement pour pouvoir avancer dans le processus.
Et là, clairement, on voit que ça risque de ne pas pouvoir, on ne va pas avancer parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais comment créer le consensus au niveau du comité? Le débat autour du consensus est d'actualité. Je dirais même l'interview a relancé le débat autour du consensus national. C'est qu'aujourd'hui, le président Mahamat Idriss Déby souhaiterait qu'il y ait un consensus autour de la tenue d'une élection libre et transparente. L'opposition qui a fait son entrée, vous avez cité Célestin Topona, un grand journaliste qui est pratiquement vice-président de l'UNDR, un parti de Salih Kebzabo. Il y a des figures de l'opposition qui participent aujourd'hui au gouvernement de transition. Sauf que ces gens-là, je dirais, sont désavoués un peu par... Parce que Salih Kebzabo s'est un peu retiré. C'est retiré, Alabo aussi s'est retiré, et qui sont des figures importantes de l'opposition tchadienne. Il y a Sixé Massara, les transformateurs qui se bat à l'intérieur. Il y a Waki Tama, qui est un mouvement citoyen fédérateur de toute la société civile, qui se bat également. Et nous autres qui sommes à l'étranger, nous nous battons également pour c'est surtout, nous on se bat plutôt pour le dialogue politique inclusif qui nous permettra à la diaspora tchadienne de participer effectivement à la tenue. À ce moment-là, qu'est-ce que le président de la transition doit faire? Qu'est-ce que M. Mahamat Idriss doit faire? Céder, leur donner ce dialogue, comme ça on pourra justement avancer. Pour l'apaisement, pour apaiser le climat, effectivement, je dirais des révoltes qui risqueraient de s'emballer, de s'emporter du pays. Il faut absolument garantir aux Tchadiens un dialogue politique inclusif auquel prendront part tous les fils et filles de ces pays-là qui sont un peu éparpillés dans le monde. Parce que la finalité, c'est quand même de constituer une nouvelle constitution. Tout à fait. C'est ça. Et une charte qui est là, qui est contestée. Et la charte a été contestée d'ailleurs par une résolution du Parlement européen à Strasbourg. Et donc le Parlement européen, c'est ça la difficulté avec le Tchad, c'est que la communauté internationale elle-même est divisée. Vous avez l'Union africaine qui est tout à fait alignée à la position de N'Djamena. Vous avez la résolution du Parlement européen qui dit que nous ne reconnaissons pas la charte, nous appelons à la tenue d'un dialogue politique inclusif, nous demandons à ce que la junte respecte les délais de 18 mois. À ce moment-là, il faut écouter les Tchadiens. Absolument. Et qu'est-ce que les Tchadiens veulent aujourd'hui, Alain? Écoutez, là, c'est très compliqué de savoir ce que veulent les Tchadiens. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut organiser une élection ou un référendum, de manière à ce qu'une espèce de consensus, une espèce de vérité, on va dire, la vérité des urnes sorte. Mais le problème, c'est que, est-il possible aujourd'hui d'organiser un référendum au Tchad? Je crois que non. Et donc, nous ne nous voilons pas la face. Vous savez, c'est de bonne guerre, comme je le disais. Le pouvoir actuel ne va pas lâcher prise. Absolument. Dans la mesure où les militaires ne rentreront pas dans les casernes sans avoir une once de pouvoir. Il faut le savoir. Ce pays a été essentiellement et uniquement militaire. Absolument. Depuis des années. Nous ne nous voilons pas la face. Ce qui va se passer demain, par rapport à la pression de la communauté internationale, c'est que simplement le pouvoir actuel, c'est-à-dire les militaires, mettront au pouvoir un homme lige. Ça, c'est clair et net. Et que ce soit la communauté internationale ou que ce soit les Tchadiens, ils ne pourront rien faire là-dessus. Ça, je le dis souvent comme ça, et vous verrez dans 16 mois. On verra en effet dans 16 mois. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Makaïla Ngebla et Alain-Jules Meignier. Ouvrons à présent notre grand angle. Dans un renversement étonnant dans la guerre civile qui dure depuis 8 mois dans la région nord du Tigré en Éthiopie, le gouvernement éthiopien a déclaré un cessez-le-feu immédiat et unilatéral après que les troupes tigréennes aient repris la capitale régionale Mekele lundi soir. Ce mardi 29 juin, les forces du TPLF n'avaient toujours pas accepté la trêve. Elles ont d'ailleurs déclaré avoir repris le contrôle de Mekele à 100%
ajoutant qu'elle menait des opérations de ratissage. Les dirigeants tigréens sont fermes dans leur déclaration. Ils feront le nécessaire pour assurer la survie et la sécurité de leur peuple. Ce conflit n'est donc pas prêt de s'arrêter. Plus tôt ce mois-ci, les Nations Unies ont déclaré qu'environ 350 000 personnes étaient confrontées à des conditions de famine en raison de pénuries alimentaires catastrophiques, avec 2 autres millions pratiquement sujettes à la famine. Alors, Alain Jules, est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre Abiy Ahmed a perdu le contrôle au Tigré? Vous savez, en réalité, ce triomphalisme des troupes de M. Gebrey Michael, ou Michael, je ne sais pas comment ça se prononce, ont pris Mekele sans combat. Il faut le savoir d'ailleurs, c'est sans combat. C'est-à-dire que les autorités militaires se sont retirées sur demande d'Addis Abeba de la ville de Mekele, qui est la capitale des du Tigré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce conflit-là, il y a une vive tension ethnique. On ne le rappelle jamais assez quand on parle de la guerre, n'est-ce pas, en Éthiopie en ce moment. Mais je crois qu'il y a quelque chose que beaucoup d'observateurs ne regardent pas, c'est la position du Tigré, qui est au nord, n'est-ce pas, de l'Éthiopie, à 780 km d'Addis Abeba, la capitale. Et au nord aussi, il y a l'Érythrée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous vous dites, voilà, nous allons créer notre pays, alors que derrière, vous n'avez même pas un accès à la mer. Il faut faire très attention. Pourquoi l'Érythrée et l'Éthiopie a vraiment combattu l'Érythrée? Simplement parce que c'est l'Érythrée qui a un accès à la mer. Donc, je crois quand même que les gens, je ne sais pas comment ils font, enfin les hommes politiques, hein, le pouvoir est terrible. Je ne sais pas qui sont derrière les Tigréens pour pouvoir s'engager dans cette guerre-là. Mais Addis Abeba n'a pas perdu. Loin s'en faut. Addis Abeba n'a pas perdu simplement parce que sur le plan militaire, vous vous rendez compte que lorsque la guerre est déclarée, Addis Abeba reprend Mekele en moins d'une semaine. Donc, ce cessez-le-feu unilatéral prôné par le prix Nobel de la paix 2019, bien évidemment le président éthiopien, c'est parce qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions et malheureusement, quand même, il y a un couac là-dedans parce que les autorités civiles de la ville, n'est-ce pas, ont été obligées... pas les combattants, n'est-ce pas, de Gebrey Michael, mais simplement les autorités civiles. Il y a eu des autorités civiles pour gérer les affaires courantes au sein du Tigré, notamment dans la capitale, ont été obligés, c'est-à-dire les militaires les ont abandonnés. Ils ont été obligés de prendre la fuite, etc. Mais ce n'est pas terminé et je peux vous garantir que, n'est-ce pas, ce discours complètement martial, guerrier, n'est-ce pas, des troupes de M. Gebrey et Michael, ça risque d'être terrible pour la suite des événements. Et qu'est-ce que ça implique justement pour la sous-région de la Corne de l'Afrique, qui n'est pas très stable déjà? Ça implique une fois de plus l'instabilité chronique qui, dans le Corne de l'Afrique, inquiète un peu la communauté internationale. Vous savez, je pense que l'heure est extrêmement grave quand on voit l'ONU s'est mobilisée, parce qu'il y avait des bases de l'ONU qui ont été bombardées par les troupes éthiopiennes, et que le triomphalisme, comme tu disais tout à l'heure, des forces populaires pour la défense des Tigrés, qui est un mouvement irrédentiste, hein, parce qu'ils réclament une indépendance à part entière. Et comme ils ne veulent pas d'autonomie, ils veulent être indépendants. Enfin, indépendants, totalement indépendants. Donc il y a cette question sociologique, culturelle, l'opposition sociologique, culturelle qui oppose et qui s'est transposée également à l'étranger. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans la communauté éthiopienne, on sent effectivement, et quand vous dites vous êtes éthiopien, là, je suis tigréen, donc c'est un problème extrêmement inquiétant. Et au niveau de la sous-région, c'est déjà une sous-région instable. Vous avez le Soudan qui est instable, la Somalie, l'Érythrée qui est un pays accosté à l'Éthiopie. Et Djibouti aussi, qui n'est pas un pays totalement... Donc, en tout cas, la sous-région est minée par un conflit régional. Une sous-région stratégique. Stratégique, effectivement, avec la Corne de l'Afrique, est très connue. Effectivement, donc aujourd'hui, il faut que la communauté internationale, j'ai vu qu'elle s'est mobilisée, j'ai vu que les appels se suivent. J'ai vu également une division dans les positions africaines. Alors, vous savez, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., ont évoqué que quand les gens ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à la tenue d'une réunion urgente sur l'Érythrée, sur le Tigré,
Et une partie, une composante de la communauté internationale dit mais non, c'est un problème interne à l'Éthiopie. Donc en tout cas, il y a une division au sein de la communauté internationale qui, de notre point de vue... En soi, est-ce que le problème reste interne, vu que, comme vous disiez, le Soudan est affecté maintenant, ils reçoivent des réfugiés, ça peut, à ce moment-là, il n'est plus interne à l'Éthiopie, ce problème. Tout à fait, ça va être un éclatement, c'est un déplacement interne. Et que l'Érythrée l'Érythrée est aussi impliquée. Donc c'est un conflit sous-régional qui appelle la communauté. Donc la position, justement, pour répondre à votre question, la position de la communauté, d'une partie de la communauté internationale, et notamment la Chine et l'Afrique du Sud, et quelque part, je veux dire aussi la Russie, qui ont évoqué cette question pour échapper à ce qu'il y ait la tenue d'un Conseil de sécurité sur l'Éthiopie, inquiète également. Il faut absolument que les gens discutent véritablement de cette question. Sans cela, il va y avoir des parts et d'autres des déplacés, des personnes déplacées, donc des réfugiés inter-extérieurs. En tout cas, l'appel à la communauté internationale devient pressant et il faut absolument réagir. Alain Jules, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de trouver un consensus? Je crois que j'ai l'impression que M. Grébé et Michael, on est en train, je ne sais pas qui lui donne des conseils, on est en train de le tromper en réalité. Alors, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Érythrée, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, est entrée en guerre contre le Tigré. L'appel à la demande d'Addis Abeba. Et ils ont été d'accord, alors que ce sont des ennemis, hein, on va dire, héréditaires. Donc, mais ils ont fait la paix quand même. Oui, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix, c'est vrai. Vous savez, la France a été ennemi héréditaire, n'est-ce pas, de l'Angleterre pendant des années. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on laisse ce chef-là crier victoire, nous les avons chassés, notre offensive continue. Alors, bon, offensive, on sait très bien, on va enlever tous ces gens-là de notre région, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut interroger le passé. C'est-à-dire que quand on sait, je parlais tout à l'heure d'un conflit ethnique, c'est que la majorité ethnique éthiopienne, c'est les Onomo. C'est ça. Alors, les Onomo, vous savez, ce sont eux qui battent les Italiens à Douai. Oui, c'est vrai. Ce sont les guerriers Onomo, qui sont près de 35 millions de personnes, et la même tribu est en Djibouti. La même tribu est au Soudan. Donc, c'est pour cela que je dis que si vous ne maîtrisez pas une espèce de géopolitique, ou même la géographie simplement, et c'est pour cela que je dis, on le dit, il y a une expression camerounaise qui dit que Geber Selassie est en train de courir dans un sac. Il ne peut pas réussir, simplement parce que Addis Abeba aura des alliés en Djibouti, la majorité de la population, il aura des alliés au Soudan, en Érythrée, et donc, vous avez déjà vu un pays qui vit en autarcie? Ça n'existe pas. Donc c'est pour cela que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il est mal conseillé et que, in fine, il perdra forcément. Donc, on peut prendre les paris, mais je crois que le Tigré, d'ailleurs, au moment où les Européens font des grands groupes, nous, on est en train de même parcellaire, on ne sait pas ce que nous cherchons réellement, c'est nous affaiblir encore un peu plus. Mais est-ce que le fait que l'Éthiopie soit une fédération sous base ethnique, n'est pas justement à l'origine de ce problème-là? Vous parlez des tribus en question. Pendant les élections qui ont eu lieu le 21 juin, le Premier ministre était très contesté dans sa région, l'Oromia. C'est les plus nombreux, mais il était quand même contesté parce qu'on a l'impression que les Éthiopiens ne sont pas trop en accord avec son envie de centraliser le pouvoir, justement, et de défaire ces fédéralismes ethniques-là. Comment est-ce que le Premier ministre poursuit justement sa politique si la réalité des choses, en fait, ne le lui permet pas? C'est vrai, il est désavoué par une partie d'Oromo, de sa propre communauté. Donc, il est rendu impopulaire au sein de sa communauté. Il faut absolument pacifier le rapport d'abord avec sa communauté pour aller vers ce combat qui est un combat, comme j'évoque, vraiment. Je pense effectivement à la piste de soutien extérieur qui demande aux Tigriens de demander une indépendance au niveau fédéral. Donc ça pose énormément de problèmes. Tout ça, pourquoi la question éthiopienne reste aujourd'hui préoccupante? Parce qu'il y a une partie d'exclusion qui a été adoptée depuis un certain temps à l'égard d'une composante nationale. Tant que cette question reste quand même d'actualité, je pense qu'on ne va pas aller vers une résolution pacifique. Et donc la guerre ou bien le conflit armé reste quand même vraiment préoccupant. Il faut absolument que le Premier ministre, qui pourtant, tu l'as évoqué,
qui a été nominé ou bien qui est lauréat d'un prix Nobel mondial, c'est quelqu'un qui devait quand même, en principe, savoir mettre le ballon, la balle au centre et apaiser les tensions. Mais on a l'impression que... Mais il voulait un État unitaire quelque part. Et il se rend compte que peut-être par le dialogue, il ne pourra pas l'avoir parce que beaucoup on parle de 9 régions. Il y a beaucoup de velléités d'autonomisation, voire même d'indépendance. Comment gérer ça si ce n'est par la force? Je sais pas. La force, je pense que la force, le recours à l'armement, à la militarisation ou bien au conflit armé n'a jamais été quand même une voie de résolution d'un conflit aussi d'envergure. Il faut absolument appeler la communauté internationale au soutien, parce que là, je pense que dans les propos que nous avons lus un peu partout dans la presse mondiale, internationale, c'est que les gens ne sont pas enclins à pouvoir trouver une solution pacifique. Donc, au niveau d'Addis Abeba, on veut peut-être éventuellement relancer les hostilités. L'ONU appelle au respect du cessez-le-feu, donc pour permettre effectivement aux populations locales de vaquer à leurs occupations. On a l'impression que, au regard où les choses évoluent, il n'est pas évident qu'on puisse quand même trouver une solution pacifique. Il faut absolument que les gens sachent raison garder et faire en sorte que ces conflits ne puissent pas dévaster toute une sous-région extrêmement vulnérabilisée et précarisée par ces conflits. Alain Jules, est-ce que vous pensez que oui, Abiy Ahmed s'est senti obligé d'employer la force pour justement pouvoir réaliser son rêve d'un État unitaire? Pas forcément. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que ce sont les Tigréens qui ont pris les armes. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué les bases. Vous savez, comme il y a eu ce conflit avec l'Érythrée, il y a eu un armement colossal à la frontière. C'est-à-dire beaucoup de bases d'Addis Abeba qui sont là en prévision d'un éventuel nouveau conflit. Donc je crois qu'effectivement, ce n'est pas forcément la force, c'est-à-dire la riposte armée qui pouvait régler le problème. Mais je parlais tout à l'heure d'une question ethnique, c'est-à-dire que M. Gebrey Michael a dit, n'est-ce pas, a déclaré que voilà, sa tribu, les Tigréens, ne sont pas assez représentés, n'est-ce pas, au niveau du pouvoir central. Donc c'est pour cela qu'il a pris les armes. Alors, je me dis qu'effectivement... on rappelle qu'avant le TPLF, avant l'arrivée d'Abiy Ahmed, le TPLF est au pouvoir et ils occupent justement les sites les plus influents à Addis Abeba. Exactement, exactement. C'est ça la contradiction. Et on comprend tout de suite que c'est quelqu'un, à la limite, qui a peur des urnes. Et là, il se dit, voilà, nous, on va aller dans notre indépendance, voilà. On a perdu notre influence, on repart chez nous, c'est un peu ça. Je crois que c'est de la malhonnêteté politique, et je crois que il y a eu beaucoup de successions, n'est-ce pas? On peut parler de la période Mengistu, la dictature. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là, simplement parce que il réglait ces problèmes cash, quoi. Passez-moi l'expression. C'est-à-dire que quand vous leviez la tête, et on vous mettait hors d'état de nuire. Mais est-ce que c'était la manière? Parce que le TPLF, c'est quand même a fortement combattu une historique, justement. Oui, mais bon. Derrière lui, combattre le pouvoir à Addis Abeba et les Salaciers, les marxistes en 90. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur reste à faire à part rentrer chez eux, justement, pour récupérer ce pouvoir? Chez eux, c'est l'Éthiopie, c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Tigré. Ce n'est pas par mimétisme, probablement, quand ils ont vu l'Érythrée repartir, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, son pays, et ils se disent, ouais, le Tigré, c'est à côté. Bon, ça rime bien, Érythrée, Tigré. Ils veulent à tout prix avoir leur indépendance. Mais comment ils font? C'est vrai qu'on sait très bien que là-bas, il y a des sites historiques, n'est-ce pas, des églises, n'est-ce pas, fait sur du roc, des lacs et tout ça, toute cette zone du Rif. C'est très beau. Mais le problème, c'est que comment vous faites pour vivre en autarcie? Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui ces gens réussissent à vivre, c'est encore grâce à Addis Abeba. Donc je crois qu'il faut raison garder. Il faut justement, dans ce conflit-là, que la communauté internationale essaye. On l'a vu parfois, on le voit avec le conflit israélo-palestinien. Il faut que les grands pays puissent convoquer notamment Gebrey Michael, le Premier ministre Abiy Ahmed, pour qu'ils parlent. C'est ça. Mais maintenant, c'est là où on saura
qui veut vraiment la paix? Que bon, on reste un pays uni et indivisible, ou alors quelqu'un qui revendique à corps et à dia, n'est-ce pas, l'indépendance de sa région. Moi, je pense que justement la partition n'a jamais été une solution dans un pays. Hein. Vous avez le Soudan du Sud, après la partition, ils se sont eux-mêmes divisés. Donc je pense que même si les Tigriens parviennent à obtenir une partition de leur État, ils pourront éventuellement, dès lors qu'ils ont contesté ils ont contesté effectivement, ils ont revendiqué, je dirais, une exclusion quelque part du pouvoir central d'Addis Abeba, même entre eux, ils pourront éventuellement se retrouver dans une situation de conflit interne. Donc il vaut mieux, comme tu le dis, j'appelle à la communauté internationale de pouvoir quand même appeler les parties en conflit, qu'elles s'assoient et qu'elles discutent afin de trouver des voies de moins d'une résolution pacifique de ces conflits. Sans cela, je pense que une partition n'a jamais été nulle part une solution à des conflits politiques. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour Abiy Ahmed? Il a organisé des élections qui ont été contestées, il est contesté dans sa propre région. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour l'Éthiopie? Peut-être que demain, c'est une autre région justement qui se soulève et qui demande son autonomie. Il y a un risque d'embrasement, tout à fait. Il y a un risque réel d'embrasement si jamais, dès lors que le Premier ministre, malgré effectivement une aura internationale obtenue en 2019, aujourd'hui, il est confronté à un problème de popularité, de légitimité populaire à l'interne. Il faut absolument qu'il essaye de pouvoir quand même, je dirais, aller vers un sens d'apaisement. Sans cela, je pense qu'il pourrait lui-même être éjecté à tout moment. À ce moment-là, comment est-ce que Abiy Ahmed se donne une certaine légitimité? Ok, on attend les résultats des urnes, mais c'est des résultats qui sont contestés. Comment à ce moment il crée une sorte de légitimité en fait pour son personnage, son leadership en Éthiopie? Écoutez, déjà, il l'a prouvé, hein, même si c'est tout petit, hein, en déclarant que voilà, ayant cessé le feu, ça veut dire que c'est lui quand même encore qui est au pouvoir. Et donc je me dis qu'à partir de là, la communauté internationale lui donnera raison, à dire que voilà, il joue l'apaisement, parce qu'il cessé le feu. Donc ça, c'est la stratégie. C'est une stratégie, c'est de la politique, c'est la stratégie. Donc vous savez, nous on ne les attaque plus. D'ailleurs, ils ont pris la ville, on a évacué la ville, ils ont pris la ville sans combat. Donc maintenant, appeler ces gens-là, hein, à la raison, à la paix, qui ne revendiquent plus leur indépendance. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que les qui, il faut, je le mets entre guillemets, les qui sont derrière le Tigré pour cette revendication. Parce qu'on sait très bien les qui étaient derrière le Soudan du Sud. Si ce sont les mêmes protagonistes, ça veut dire que ça se fera. Et ne soyez pas surpris qu'on nous dise que cette terre regorge de beaucoup de ressources. En tout cas, ce chemin n'est pas exclu. Hein. Voilà. Justement, le chemin de souteneurs qui appellent à la division, à la partition. Certainement, il y a des gisements pétroliers, des gisements souterrains qui appellent la convoitise internationale. On en saura plus dans les semaines à venir. Nous allons à nouveau marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Makaïla Ngebla et Alain-Jules Meignet. Zoom à présent sur notre sujet société. Une nouvelle feuille de route sur la transformation numérique est à l'étude en République démocratique du Congo. Ce programme, élaboré par les experts du secteur, devrait aider le pays à combattre les détournements de fonds publics ainsi que la corruption, deux fléaux qui font perdre plus de 15 milliards de dollars chaque année à l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Faire du numérique la clé du développement en République démocratique du Congo, c'est la vision du gouvernement qui a inscrit le programme de transformation numérique comme étant l'un des axes prioritaires de son action. Ce programme, qui vient d'être élaboré, permettra d'asseoir le développement dans tous les secteurs socio-économiques. Nous soulignons l'impact majeur que produira
la concrétisation de la feuille de route sur les axes essentiels du développement de notre pays que sont l'amélioration de la gouvernance de l'État, la lutte contre la corruption, bien évidemment, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout la mobilisation des recettes de l'État. Selon plusieurs études, la fraude, la corruption et les détournements font annuellement perdre à la République démocratique du Congo plus de 15 milliards de dollars. Pour de nombreux observateurs, le programme de la transformation numérique apparaît comme étant la piste idoine pour arrêter cette hémorragie qui met l'économie du pays à genoux. C'est qu'on va lutter contre la corruption. On va essayer de réduire autant que possible le nombre de fraudes et de corruptions qui se font au niveau de l'administration publique. Et on va essayer de faire parler, de communiquer directement avec le gouverné. C'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les gouvernants et les gouvernés au travers le paiement des taxes. C'est dans cette optique que le gouvernement de la RDC, à travers le ministère du numérique, a réuni à Kinshasa du 23 au 25 juin 2021 plusieurs professionnels et experts du secteur en vue de doter le pays de ces programmes. Avec une population estimée à 100 millions d'habitants et ses diverses opportunités économiques, la transformation du numérique apparaît de l'avis de certains experts comme étant la voie obligée pour l'émergence de la RDC. Alain Jules, le numérique, la solution miracle pour combattre la corruption, vous y croyez? Ben, j'y crois. J'y crois parce que, vous savez, la corruption naît de quoi en réalité? Naît du contact entre les hommes, simplement. Or, si demain, l'usager n'est plus en contact avec, justement, comme le disait un professeur de l'université là, dans le reportage, ça va diminuer cette corruption-là. Je prends un exemple simple, c'est-à-dire que si tout est informatisé, il y a une traçabilité. Notamment, voilà, il y a la traçabilité, ça c'est le premier point, et ensuite, si on peut payer effectivement par Internet, ce serait la meilleure chose, c'est-à-dire qu'on aura, je ne serai pas en contact avec un douanier qui, n'est-ce pas, va me lire des tests qui n'existent pas. Refaire les grilles de prix. Tout à fait. Notamment beaucoup, je vais parler à mon pays, le Cameroun, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas que, et moi je vois, les livres coûtent énormément cher au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains douaniers qui trompent, n'est-ce pas, les éditeurs. Or, il n'y a pas d'impôt qu'on doit prélever sur les livres. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc, quand vous allez avec vos livres, alors que le livre doit coûter 5 000 francs CFA, vous êtes obligé, vous ne rentrez même pas dans vos frais, vous êtes obligé de vendre le livre à 10 000 francs parce que les douaniers vous ont raconté des salades. Passez-moi l'expression. Donc, en réalité, ce qui se passe avec le numérique, c'est d'éviter ces contacts-là. Et c'est très important. Bien évidemment, il faut avoir une équipe solide, il faut de bons experts et il faut se méfier des hackers parce que ça ne fait pas tout. On a vu comment même des grandes sociétés ont été hackées. Vous allez justement parler de la question de la cybercriminalité. Exactement. Parce que oui, on parle Internet, on parle numérique, mais est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, en RDC, on a les structures adéquates pour combattre la cybercriminalité? Alors, la question de la cybercriminalité en Afrique est répandue de ces derniers temps. Le Nigeria est un pays qui illustre parfaitement comment les gens ont été escroqués sur Internet. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, le vœu des autorités congolaises, RD congolaises, de vouloir digitaliser effectivement l'administration pour éviter à ce qu'il y ait une corruption. C'est vrai, la République démocratique du Congo est illustrée depuis un certain temps par une corruption qui a gangréné la société. Aujourd'hui, une prise de conscience est prise. Vous avez vu tout à l'heure un déficit énorme de 15 milliards de dollars par an, extrêmement grave. Pour acheter un timbre, si aujourd'hui en France, pour acheter un timbre, vous l'achetez directement en ligne. Donc ça vous fait peut-être 55 € pour renouveler votre carte séjour. Si en RDC on arrive à résoudre ces problèmes, je pense qu'on aurait économisé beaucoup, bien encouragé beaucoup. Donc maintenant, c'est que lutter contre la cybercriminalité en Afrique est une question assez préoccupante, surtout que la question d'Internet aussi est extrêmement chère. Vous connaissez une connexion à Dakar. Valait peut-être 500 francs CFA. 500 francs CFA n'est pas à la portée d'un... Malgré tout ça, il y a des gens qui ont réussi quand même
arnaqué en ligne beaucoup, même d'Européens. Donc, du coup, je pense que la volonté de société est encourageante, sauf qu'il faut absolument, vous savez, la question des fibres optiques qui devait quitter la Corne de l'Afrique pour émailler complètement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas été résolu. Donc je pense qu'il faut absolument que les autorités congolaises ou bien les pays africains essaient de dématérialiser leur administration pour permettre l'accès facile et surtout garantir une transparence dans la gestion de nos ressources. Donc en gros, le numérique c'est bien, mais avant ça, il faut quand même une base, Alain Jules. Tout à fait. Des lois, et l'homme va toujours accompagner le numérique. Donc, exactement. Comment, justement... Et donc il faut déjà une mobilisation des ressources, parce que c'est assez cher, c'est important, les ressources. Et puis, bien évidemment, il faut... Ici, en France, nous avons la CNIL. Oui. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une structure qui contrôle les données n'est-ce pas, des usagers, c'est-à-dire et leur liberté, parce qu'il ne faut pas que les gens récupèrent cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi de vrais experts, de vrais informaticiens. Et pour cela, je crois que le Congo a de bons informaticiens, j'en connais. Et il faut évidemment aussi appeler l'expérience internationale pour pouvoir se sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre-là, parce que c'est quand même abyssal. 15 milliards de dollars par an, vous vous rendez compte, si cet argent-là est volatilisé comme ça, et qu'on arrive, ne serait-ce qu'à garder 10 milliards, je me dis que ce pays sera en paradis sur Terre. Donc il faut le savoir. Donc maintenant, je crois que s'il y a déjà un ministère du numérique, ça me parle énormément, parce que j'essaie de voir les pays africains, il y a très peu de pays qui ont un ministère du numérique. Ça veut dire que les Congolais sont en train de se donner les moyens pour atteindre cet objectif-là. Bien évidemment, je crois que le gouvernement va se réunir, et ce sera au niveau du Conseil des ministres et tout ça, pour voir les moyens... pour pouvoir mettre en place comment tout cela. Financer ça. On crée mais un voilà, du numérique, justement, mais il faut financer le projet sur le long terme. Comment est-ce que l'État de la RDC peut justement financer ce projet-là? Justement, et tout à l'heure, tu évoquais effectivement la structuration de l'environnement. Moi, je ajouterais qu'il faut absolument un cadre légal pour permettre aux gens effectivement de garantir un certain nombre de libertés d'accès à Internet. Le gouvernement du Congo, qui est soutenu par une partie de la communauté internationale, devrait aussi faire appel à la communauté internationale, parce que comme on a vu la mobilisation de la communauté internationale dans l'élection en RDC, et surtout la RDC a été quand même un pays qui a plus attiré ces dernières années l'attention de la communauté internationale. Dès lors que s'ils évoquent la question de fraude, de corruption qui ont gangréné la société congolaise et qui ont empêché effectivement ces pays de s'épanouir économiquement, je pense que la communauté internationale, au jour d'aujourd'hui, quand vous parlez du numérique, je pense que la communauté internationale est prête à accompagner certains États. Maintenant, il faut comment harmoniser cela, comment présenter un projet vraiment encourageant qui puisse permettre effectivement à la communauté internationale... Surtout un projet qui va ressembler aux réalités des Africains. Parce qu'on appelle la communauté internationale, mais ce n'est pas la même conjoncture quand même. C'est vrai. Le vrai défi, c'est de démocratiser la numérisation. Cette dématérialisation, n'est-ce pas, de tout, ce n'est pas évident. Et je crois quand même que le Congo, c'est un pays assez riche. Et s'il se donne effectivement les moyens pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif-là, ce serait une sacrée bonne chose. Et puis on peut se dire que bon, ils vont investir, et sachant qu'il y aura plus de ressources à partir du moment où ils perdent 15 milliards, peut-être que effectivement, ça va booster... On peut redistribuer justement cette somme perdue-là. Voilà, pour que ça se démocratise. Et oui, et tu parlais de la démocratie. C'est ça, en fait, la question principale, c'est le continent africain. L'espace de liberté n'est pas démocratisé et ça pose problème. Il faut une volonté politique. La volonté politique doit être ferme. Donc maintenant, conscientiser le citoyen, les orienter plus vers le numérique. Même la France, qui est un grand pays, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, la question du numérique se pose. Donc, dans les mairies, on essaie de mettre des ordinateurs pour permettre... La liberté, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qu'on ne surveille exactement. pas. Ça appelle franchement à une mobilisation massive des moyens
aussi bien humain que matériel et financier. Donc les trois éléments doivent être réunis pour accompagner cela. Maintenant, il faut, comme tu l'as dit, il faut absolument la volonté de la communauté internationale. Si elle est prête d'accompagner la RDC, vu qu'elle a constaté la corruption qui a pourri complètement la société congolaise, il faut absolument en penser. Comment est-ce que vous pensez, Alain, que l'Union africaine peut aider dans ce projet-là? Parce qu'il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui est concernée. On a pléthore des pays, il y en a pléthore de pays africains justement qui doivent combattre le fléau de la corruption, des détournements de fonds. Est-ce qu'il y a une action justement commune qu'on peut mettre en place et adapter à toute l'Afrique, surtout qu'elle a lancé sa ZLECAf? Le problème, c'est vrai que j'ai toujours eu, franchement, l'Union africaine pour moi n'existe pas. C'est-à-dire que l'Union africaine ne peut pas, hélas, avoir un consensus sur justement cette lutte contre la corruption qui peut passer par le numérique et d'autres choses, bien évidemment. Et je crois que pourquoi l'Union africaine ne peut pas? Simplement parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas les coudées franches. Vous ne pouvez pas vraiment peser sur le plan déjà africain. Parce qu'on va vous rappeler que, bah, écoutez, si nous prenons cette décision, ben nous, on en a cure. Je prends un exemple simple. On a vu ce qui s'est passé avec le Mali. Donc, je veux dire que, en réalité, c'est finalement chaque pays qui doit se prendre en charge. Comme, justement, la RDC qui sera probablement un exemple pour les autres, parce que la corruption systémique en Afrique, c'est énorme. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les autres pays prennent exemple sur la RDC pour pouvoir arrêter, on ne peut pas l'arrêter, hein, parce que même dans les grands pays, il y a la corruption, pour pouvoir arrêter cette corruption-là, qui est endémique. Et puis, bien évidemment, j'ose espérer que ce projet réussira. Et ce sera un projet à saluer. Comme tu interpelles l'Union africaine, effectivement, nous, on est tous inquiets parce que ça fait pratiquement 10 ans que moi, je suivais un peu la question de la fibre optique qui devait quitter l'Addis Abeba en passant par le Tchad, le Cameroun, etc. Aujourd'hui, ces pays-là, que ce soit le Tchad, le Cameroun, l'accès à Internet est un défi pour ces citoyens-là. Il faut absolument que l'Union africaine s'élève vraiment démocratiser, numériser, digitaliser certains États et lutter efficacement contre la corruption. Elle encourage effectivement le maillage sur le continent de la fibre optique. On a l'impression que l'Union africaine, même si elle a un département, je dirais, hein, une commission numérique, on a l'impression qu'elle n'est pas active sur cette question. Il faut absolument la prise en charge. Et là, on assiste à un chacun pour soi. Aujourd'hui, la RDC a commencé, le Sénégal et aussi en avance, les pays du Maghreb s'en sortent mieux sur les questions numériques. Il faut absolument que les États africains essaient d'harmoniser leur point de vue sur les questions. À ce moment-là, une coopération entre africaines peut aider. On n'a pas forcément besoin de demander l'aide à l'extérieur. Vous parlez de l'expérience des Africains du Nord. Oui, là, justement, les pays du Nord, d'Afrique du Nord, le Maghreb s'en sortent mieux par rapport à nous. Il faut absolument capitaliser leur expérience, vulgariser sur le pays. Bon, par exemple, le Maroc peut aider le Sénégal peut aider le voisin malien, etc. Et puis nous, le Cameroun peut aider le Tchad, etc. Et mutualiser nos efforts pour arriver à ce qu'on relève les défis numériques. Sans cela, on est très très loin, effectivement, de digitaliser notre administration qui est assez vieillissante, l'administration assez archaïque, les documents s'empilent dans le... Sincèrement, il y a un problème très, très énorme. Il faut absolument relever ces défis. Merci Makaila Ngebla et merci Alain-Jules Meignier d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin en effet. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.